Je déclare cette première journée des Pro Talk commencée. Alors, pour la première keynote of the day, sur le thème de IA, l'imagination augmentée. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour cela, et oui, qu'est-ce que c'est? Pour cela, nous allons faire appel à un homme qui explore depuis longtemps les liens entre la musique, la technologie et l'innovation. Il a toujours été à l'avant-garde. C'est un pionnier de la musique électronique. Bien sûr, welcome on stage, monsieur Jean-Michel Jarre. Bonjour à tous. Merci d'être là, Jean-Michel. Nous sommes ravis. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, l'imagination augmentée par rapport à l'IA? Alors, en fait, l'acronyme AI, on dit évidemment, quand on parle de AI, on dit Artificial Intelligence. Et pour moi, en tant qu'artiste et créateur, je dirais que cet acronyme, c'est plutôt Augmented Imagination ou imagination augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, l'IA, on va avoir l'occasion d'en parler, n'est pas du tout une menace, pas seulement une menace, ça peut l'être, notamment en matière de propriété intellectuelle, mais c'est surtout l'équivalent pour moi d'une collaboratrice, puisque c'est au féminin, d'une muse, d'une assistante. Et l'idée, d'une certaine manière, de pouvoir élargir les frontières de mon imagination. Et donc, c'est en ce sens que je milite beaucoup pour faire comprendre et faire passer le message qu'il ne faut pas confondre l'outil et l'usage. L'outil est neutre. Le pinceau est neutre. C'est celui ou celle qui tient le pinceau qui décide. Et pour l'IA, en matière d'IA, c'est exactement la même chose. C'est exactement ce qu'on disait avant, finalement, c'est qu'il y a toujours un humain derrière, c'est pas juste la technologie en elle-même, quoi. Mais alors, ouais. Oui, alors en fait, l'IA est une source d'inspiration pour nous. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, au fond, comment une idée musicale naît, ou une idée pour un scénario, pour un film. Il y a une idée qui arrive comme ça, de manière un peu mystérieuse, et qu'on a envie d'explorer ou d'exploiter, qui, en apparence, nous surprend. On sait que le principe de l'IA, c'est moissonner le big data mondial. En fait, quand une idée musicale me vient, par exemple, ou une idée sur le plan d'un scénario ou pour un film, c'est la même chose, finalement, notre subconscient va moissonner notre big data analogique, qui est quoi? Qui est en fait notre mémoire, notre culture, notre environnement, notre famille, les gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et qui finalement, tout ça, de manière aléatoire, en allant moissonner justement ces différentes informations, vont donner naissance à une idée, qu'elle soit musicale ou autre. Et donc, du coup, l'IA est une manière augmentée d'utiliser en fait cette source d'inspiration. Il ne faut pas oublier que les artistes sont des voleurs. Moi, je vole tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je regarde. Et c'est ça qui fait la spécificité d'un artiste. C'est finalement ce qui crée l'émotion dans la création, c'est la désobéissance. C'est la notion de désobéissance. Je donnerai un exemple. Les plus grands interprètes, vous prenez Edith Piaf, David Bowie, Ray Charles, sont des gens qui chantent faux et pas en rythme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un tout petit peu en dehors de la tonalité juste, objective, ou un tout petit peu en avance ou en arrière du tempo et du rythme. Et c'est ça qui vous fait dresser les poils sur les bras, qui crée l'émotion. C'est la notion de désobéissance, du fait de pouvoir finalement détourner les règles. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que justement l'IA vous donne une position de curateur par rapport à votre propre création. Le fait justement de pouvoir arriver enfin en ce qui me concerne en tout cas, et je pense qu'un des usages, et on va le voir dans les sélections qui nous sont proposées pendant ces 2 jours, c'est le fait justement que les créateurs peuvent utiliser l'IA en
en détournant les règles, et en essayant justement de tirer de l'IA quelque chose d'inattendu. Et c'est ça notre spécificité. Donc finalement, d'essayer de lui rendre un petit peu quelque chose d'humain, de créatif grâce à vous, quoi, c'est ça. J'ai une autre question dont vous avez parlé un petit peu au début. Beaucoup de gens pensent que c'est une menace. On sait notamment dans la musique qu'il y a énormément de chansons qui sont mises aujourd'hui sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify ou Deezer. Je crois qu'il y en a par jour des milliers, c'est ça, qui sont créés par l'IA. Alors déjà, une question, qui sont derrière ces chansons créées? Est-ce que vous le savez, vous? Et de deux, qu'est-ce que vous pensez de tout ce marché en ce moment qui se passe? Alors, en fait, il faut bien comprendre que la technologie est neutre. Il y a toujours eu une peur des humains face à l'innovation. Le début de la photographie, au début de la photographie, les peintres, finalement, ont signé des pétitions en disant il faut interdire la photographie parce que c'est la fin de la peinture. Le début du cinéma était considéré comme une menace par rapport au théâtre. Moi, quand j'ai commencé la musique électronique, par exemple, j'ai introduit la musique électronique à l'Opéra de Paris. Et les musiciens de l'orchestre, en signe de protestation, débranchaient la sono en se disant la musique électronique, c'est la fin des orchestres. Ils sont durs, les orchestres à l'Opéra de Paris. Voilà. Mais donc on s'aperçoit que c'est toujours une histoire sans fin et qu'il y a toujours une peur de l'innovation chez les humains et paradoxalement aussi chez les créateurs. Le monde du cinéma et le monde de la musique, paradoxalement, on est assez conservateur. On est chacun dans son couloir et on a peur de ce qui vient finalement nous déranger. Ce qui paraît un peu paradoxal par rapport au processus de la création. Maintenant, en ce qui concerne la piraterie, il faut bien se dire que les faussaires existaient avant l'électricité et existeront après l'IA. Il ne faut pas mélanger une mauvaise utilisation, une utilisation perverse d'un outil et l'outil lui-même. C'est pas parce qu'on va utiliser de manière frauduleuse l'IA que l'IA en elle-même doit être mise en question. Ce sont deux sujets différents. Et donc, aujourd'hui, il y a un vrai sujet de propriété intellectuelle. J'étais, moi, président pendant 7 ans de ce qu'on appelle la CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de créateurs, donc je connais bien le sujet. Et je pense que ce qu'il faut dire, c'est 2 choses. Si on fait un rapport avec le smartphone, je dis toujours que dans un smartphone, la partie smart, c'est nous, les créateurs. Si on enlève le monde de la création dans un smartphone, on a un téléphone qui vaut pas plus de $50. La même chose pour l'IA. Aujourd'hui, la valeur et la valorisation des sociétés d'IA reposent en grande partie sur notre contenu. C'est-à-dire que la création humaine est le fondement de l'IA générative. Donc, il faut, à un moment donné, qu'on ne soit pas considérés simplement comme des fournisseurs de données, mais comme des partenaires commerciaux. C'est-à-dire que sur ce gâteau numérique 3.0 qui est en train de se faire, il faut qu'on puisse s'asseoir autour de la table et être considérés comme des partenaires commerciaux à part entière. Et qu'on ait un morceau de ce gâteau et qu'on réunisse le monde du cinéma, le monde de la musique, le monde des jeux vidéo, de tout ce qui de la littérature, de l'écrit, du journalisme, etc. Et qu'on puisse arriver à passer des accords de manière globale. Je ne crois pas personnellement au fait qu'on puisse appliquer la philosophie du droit d'auteur telle qu'on a pu l'appliquer depuis Beaumarchais, telle qu'on la connaît de manière traditionnelle. Pour une raison simple, c'est que la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle ne savent plus exactement identifier l'origine de ce qu'ils sourcent. Donc ça va être compliqué d'arriver à exiger d'une société d'IA de pouvoir rétribuer les créations de manière traditionnelle par rapport au droit d'auteur. Je pense qu'il va falloir réfléchir à un autre modèle. Et c'est tout ça l'enjeu. Maintenant, vous me posiez la question par rapport à Spotify, par rapport à Deezer et à tous les plateformes. Mais en fait, finalement, la piraterie
Et à la manière de ce que je disais, ça existe depuis Rembrandt, ou à l'époque de Rembrandt ou de Vermeer, il y avait déjà des faussaires. Donc les faussaires existeront toujours. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si le prochain Gainsbourg, le prochain Miles Davis ou la prochaine Billie Eilish est en danger, je réponds non. Parce que ce qui différencie justement l'IA d'un artiste, c'est qu'un artiste moissonne le passé pour en faire quelque chose, par définition, d'individuel et de spécifique. Donc il n'y a aucun danger, à mon avis, par rapport au créateur. Je dirais même qu'il y a même un énorme avantage par rapport à l'IA, c'est le paramètre de démocratisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA va pouvoir, comme ça a été le cas pour la musique il y a une vingtaine d'années, où on a pu finalement, depuis sa chambre à coucher, produire un disque, même le distribuer sur Internet, on va pouvoir demain, avec l'IA, réaliser ces films à moindre coût. Et ça a évidemment un impact extraordinaire sur tous les pays émergents. Par exemple, il y a énormément de créateurs dans un certain nombre de territoires. Je prendrais l'Afrique, par exemple, dans certains territoires africains où beaucoup de jeunes créateurs ont du mal, et pas qu'en Europe, la même chose d'ailleurs, ou en Asie, ont du mal à arriver à monter une production. Demain matin, ils vont pouvoir monter cette production pratiquement de manière individuelle. Donc ça change les choses. Dernier point pour répondre à votre question, c'est que la position du créateur, pour moi, vis-à-vis de sa propre création, ça va être aussi d'accéder à un rôle de curateur. C'est-à-dire de pas seulement être le créateur de son œuvre, mais aussi d'avoir un rôle de curateur de ses propres idées. C'est-à-dire de pouvoir arriver à instaurer une forme de dialogue avec l'IA qui va permettre de sélectionner ses idées et de pouvoir en direct éliminer ou accepter telle ou telle direction. Ce qui aujourd'hui n'était pas le cas. Quand on est en face d'une partition, en face de son ordinateur ou autre, on est en je dirais, en direct, de manière individuelle, face à une possibilité. À plusieurs possibilités, mais on peut en choisir une à la fois. Avec l'IA, on a énormément de possibilités qui s'offrent à soi et qu'on peut finalement agréger ou hiérarchiser. Et ça change beaucoup dans le processus créatif, ça change beaucoup les choses. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel. Est-ce que, j'ai une dernière petite question rapide, est-ce que vous pensez qu'une musique comme ça, créée par l'IA, peut être plus intéressante, plus belle, plus créative, sans derrière que celle d'un être humain, concrètement? Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est la même question qu'on se posait au début, par exemple, des synthétiseurs, où on disait, finalement, les synthétiseurs imitent les instruments acoustiques. Donc, finalement, est-ce que vous pensez qu'un synthétiseur va pouvoir créer de la musique de manière aussi pertinente qu'un orchestre? Mais on oublie encore la chose essentielle, c'est pas l'orchestre, c'est pas l'outil qui crée l'émotion. Finalement, si demain, une œuvre générée avec l'IA me procure des émotions, c'est parfait. À partir du moment où l'aspect de propriété intellectuelle est corrigé, est soulevé et est réglé, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut, je dirais, quelque chose qui va peut-être choquer, mais la morale et la création sont deux choses différentes. Ceci étant dit, l'IA aujourd'hui, c'est le Wild West, c'est le Far West. Donc il faut établir des règles. Les règles, ce n'est pas... Et il faut répondre aux libertariens sur ce plan. Les règles, ce n'est pas affaiblir la liberté, c'est le contraire. C'est parce qu'on a le permis de conduire qu'on peut circuler librement sur les routes, pas l'inverse. Donc ce qui définit la différence entre le chaos et la démocratie, ce sont précisément les règles. Donc aujourd'hui, il est urgent d'établir un certain nombre de règles par rapport à l'IA. Et nous, les Français, les Européens, on a toujours été pionniers en la matière, et tout ce que nous décidons en France et en Europe, sur ce plan-là, a toujours un effet domino dans le monde. Aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Le monde entier, d'ailleurs, regarde le WAVE. Je tiens à dire que le WAVE, pour moi, est un moment historique.
Et j'explique pourquoi. Ce n'est pas seulement parce que Marco Landi a le talent qu'il a et avec son équipe que je tiens à remercier et à honorer aujourd'hui. C'est parce que nous vivons aujourd'hui les mêmes instants que le début du cinéma avec les Frères Lumière, c'est-à-dire que ce que vous allez voir dans les 2 jours qui vont venir, c'est l'équivalent 2.0 ou 3.0 de l'arrivée du train dans la gare de La Ciotat. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce Wave, qui est un petit festival aujourd'hui, va devenir le grand festival de demain. N'oublions pas que le festival de Cannes, dont vous parliez il y a quelques instants, il y a 75 ans, ou il y a près de 80 ans, a démarré de manière très artisanale, très modeste, et est devenu ce qu'il est devenu. Le Wave, aujourd'hui, je prends le pari qu'il va prendre vraiment beaucoup moins de 75 ans pour devenir le festival de référence dans le monde. C'est tout ce qu'on vous souhaite, ce qu'on nous souhaite. Merci infiniment, merci infiniment Jean-Michel Jarre. On peut l'applaudir, merci.